vous remercie, professeur. Je vous remercie, docteur. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ces journées, de ces 4e rencontres, à leur tête le docteur Benjamin, de m'avoir convié afin de vous donner un petit aperçu sur la détection de l'infection tuberculeuse latente. Et sans trop tarder, je commencerai par introduire ce sujet en donnant quelques généralités et quelques notions épidémiologiques sur la tuberculose et l'infection tuberculeuse latente. On sait tous que la tuberculose demeure toujours un problème majeur de santé publique, que ce soit dans le monde ou dans notre pays, et ça touche beaucoup plus les pays en voie de développement. C'est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, avec 1,3 million de décès par an. Actuellement, elle est la 13e cause de mortalité dans le monde. Et c'est la 2e, après la Covid-19, de cause de mortalité due à une maladie infectieuse derrière la Covid-19. Ce sont des données qui ont été données en 2021 lors de la pandémie de Covid-19. Comme on le sait, la majorité des programmes de santé ont été en quelque sorte ralentis par cette pandémie, et donc ça a donné, ou ça a induit en quelque sorte des répercussions sur la prise en charge de ces patients en matière de diagnostic, en matière de traitement et en matière de surveillance. En 2025, l'OMS estime que la tuberculose est probablement redevenue la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde et continue d'anéantir des vies de millions de personnes. C'est-à-dire que suite à cette pandémie Covid-19, il y a eu un ralentissement dans le programme de la lutte anti-tuberculose et on voit la recrudescence en quelque sorte des cas de malades tuberculeux. Qu'en est-il de l'incidence de cette maladie en Algérie? Le ministère de la Santé a déclaré lors de la journée mondiale de la tuberculose le 24 mars que l'Algérie a enregistré 18 512 cas de tuberculose, dont les 5 167 qui étaient des patients atteints de la forme pulmonaire. Pardon. En 2015, l'OMS a établi une stratégie pour mettre fin à la tuberculose, dont les objectifs étaient clairs. C'était d'avoir un monde sans tuberculose, 0 décès et plus de morbidité ni de souffrance due à cette pathologie. Quelles sont les cibles afin d'atteindre ou de mettre en œuvre cette stratégie pour l'année 2035? C'est-à-dire, il fallait mettre en œuvre cette stratégie pour pouvoir atteindre des objectifs de 2015 à 2035, dont réduire de 95 le nombre de décès par TB. Il s'est avéré qu'en 2025, on est à 75%. Réduire de 90 le taux d'incidence de la TB, moins de 10 patients par 100 000 habitants. On est à 50% en 2025 et faire en sorte que plus aucune famille ne souffre n'ait à subir des coups de cette pathologie. Suite à cela, une réunion des Nations Unies s'est tenue sur la tuberculose en présence des dirigeants mondiaux, y compris ceux d'Afrique, pour prendre réellement des engagements et intensifier les efforts afin de faire face à cette pathologie. Les engagements doivent être transcrits ou traduits en actions concrètes, à savoir le diagnostic de la tuberculose, c'est-à-dire développer de nouveaux outils pour diagnostiquer la pathologie, mais aussi des actions sur le traitement rapide et aussi sur cette action-là, il va falloir développer de nouveaux antituberculeux, surtout pour les patients qui présentent des souches multirésistantes et parfois des souches ultra-résistantes XDR.
Et le point le plus important qui nous concerne aujourd'hui, c'est la prévention au sein des groupes à risque. C'est-à-dire que ces patients-là présentent une infection tuberculeuse qui est latente, qui est à l'état dormant et qui risque de développer, suite à un certain nombre de facteurs, tels qu'une immunodépression, la forme active ou la tuberculose maladie. Alors l'ITL qui est l'infection tuberculeuse latente, concerne environ un quart de la population mondiale. C'est équivaut à 23 milliards de personnes qui sont atteintes d'une infection tuberculeuse latente. La détection précoce des individus infectés permet en quelque sorte de prévenir la progression vers la forme active. Qu'en est-il des notifications des cas de l'ITL? Comme je viens de le dire, c'est à peu près 1,7 milliard, ce qui correspond à 23% de la population mondiale. J'ai repris ce tableau-là, qui représente les cas notifiés de l'infection tuberculeuse latente en Algérie en 2024. Le seul souci, c'est que là, on est sur un total de 2007 patients et qui concerne les différentes catégories recommandées ou les différentes catégories qui sont concernées par l'infection tuberculeuse latente et qui risquent d'évoluer sous un quelconque facteur vers une tuberculose maladie. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une discordance entre ces cas notifiés et le traitement préventif, c'est-à-dire la chimioprophylaxie antituberculeuse préventive, la discordance entre ces cas notifiés et les cas de patients avec une ITL traitée. Donc, on est loin d'atteindre les objectifs de la stratégie pour mettre fin à la tuberculose si on perd de vue un certain nombre de patients déclarés ITL positifs. C'est quoi une infection tuberculeuse latente? C'est un état caractérisé par une réponse immunitaire persistante aux antigènes de Mycobacterium tuberculosis, je dirais aux antigènes du complexe tuberculosis, acquis antérieurement et sans signe clinique manifeste et ou radiologique manifeste d'une tuberculose active. L'ITL n'est pas contagieuse car le patient n'est pas malade. Il héberge en quelque sorte le bacille à l'état dormant ou à l'état quiescent. Les personnes infectées n'ont aucun symptôme de la tuberculose, ils hébergent, comme je viens de le dire, le bacille à l'état quiescent. Le risque d'une réactivation est de 5 à 10% chez ces patients-là de développer la forme active durant les 2 premières années de la pathologie, durant les 2 premières années qui suivent l'infection initiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les personnes qui ont été au contact d'un malade tuberculeux, 90% de ces personnes présentent une forme asymptomatique. 10% évoluent vers la tuberculose maladie d'emblée. Mais les 90%, 5 à 10% de cette population risquent d'évoluer vers une tuberculose maladie. C'est-à-dire, il y a un risque de réactivation de ces bacilles dormants et ce qui entraîne l'évolution vers la tuberculose maladie, vers la forme transmissible et la forme active. Cette image est réellement représentative de cette catégorie de patients atteints d'infection tuberculose latente. Effectivement, depuis très longtemps, les stratégies se sont basées beaucoup plus sur la forme transmissible, sur la forme active qui représente 5 à 10%, mais la face cachée de l'iceberg, c'est ce que l'on voit sur cette image, ce sont les 90 à 95 patients qui sont porteurs de la bactérie, qui sont porteurs du complexe à l'état dormant et qui risquent d'évoluer vers une tuberculose maladie. Alors, qu'en est-il de la détection de cette infection tuberculeuse latente? Il n'existe pas de gold standard, contrairement à la forme active. Comme on le sait, il est possible de mettre en évidence quand c'est un malade qui est
déclaré qui a des symptômes ou une image radiologique en faveur d'une tuberculose pulmonaire, on peut mettre en évidence le germe, l'espèce, via des tests conventionnels, via les techniques bactériologiques, microbiologiques conventionnelles et même par le biais de techniques de biologie moléculaire. L'infection tuberculose latente, contrairement à la tuberculose maladie, il n'y a pas de gold standard. Pour ce qui est de la maladie, la culture représente la technique de référence. C'est le gold standard qui nous permet de mettre en évidence le germe et de lancer par la suite des tests de sensibilité aux antibiotiques antituberculeux. Pour ce qui est de l'infection latente, depuis très longtemps, le seul test utilisé pour la détection de cette infection était le test cutané, qui présente un certain nombre de limites en matière de diagnostic de l'infection tuberculose latente. Comme il n'y a pas de signes cliniques et ou radiologiques, ça constitue un grand problème dans le cas de diagnostic. Il faut tout d'abord éliminer une TB active, c'est-à-dire la forme pulmonaire. Les tests de dépistage sont des tests, mais jusqu'à présent, ça reste que même avec les nouveaux tests qui ont été introduits en matière de détection de l'infection tuberculose latente, ce sont des tests indirects qui ne permettent pas d'affirmer que les mycobactéries sont réellement vivantes. Comme je l'ai déjà dit, depuis très longtemps, l'intradermoréaction à la tuberculose fut le principal outil de diagnostic et de détection de l'infection tuberculose latente, mais qui présente un certain nombre de limites. C'est ce qui a motivé la mise au point de nouveaux tests dans les tests de libération de l'interféron gamma en réponse à des antigènes spécifiques du complexe tuberculosis. Certes, ces tests représentent une avancée majeure dans le diagnostic, dans le cadre du diagnostic de l'infection tuberculose. Mais ces tests reposent beaucoup plus sur une approche immunologique, évaluant la production ou la libération d'une cytokine d'une principale cytokine qui est l'interféron gamma par les lymphocytes T en réponse à des antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis, à savoir les antigènes ESAT6 et le CFP10. En fait, cette génération constitue la dernière version des tests de libération de l'interféron gamma. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs tests tests de sécrétion d'interféron gamma. Il y a eu plusieurs générations où il y a eu l'introduction de de 2 à 3 antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis jusqu'à ce qu'on ait cette dernière version ou cette dernière génération qui est basée sur l'utilisation de 2 antigènes qui sont réellement spécifiques au complexe tuberculosis. Alors, juste une petite remarque par rapport à ces tests-là, c'est que ces tests renferment ces tests sont basés sur l'utilisation, on va dire, de ces deux antigènes, spécifiques au complexe tuberculosis, contrairement aux tests cutanés qui utilisent à peu près 200, une protéine qui est la tuberculosine, qui renferme à peu près 200 antigènes de mycobactéries, 200 antigènes spécifiques de M. tuberculosis, mais aussi que l'on retrouve dans la souche vaccinale et chez toutes les mycobactéries non tuberculeuses. Parce qu'il faut savoir que dans la famille des Mycobacteriaceae, on a les mycobactéries qui sont responsables de la tuberculose, c'est-à-dire de la forme transmissible, qu'elle soit d'origine pulmonaire ou extrapulmonaire, mais aussi de mycobactériose, et ce sont les mycobactéries non tuberculeuses qui peuvent ne pas être responsables de l'atteinte en question. Alors, le principe est le même. Dans les deux tests, que ce soit pour l'intradermoréaction à la tuberculine, c'est-à-dire le test cutané, ou les tests de libération de l'interféron gamma, c'est que au contact des antigènes spécifiques, je dirais que ce sont des peptides simulant des antigènes spécifiques de M. tuberculosis, les cellules présentatrices d'antigènes vont reconnaître
ces antigènes-là. Donc, il va y avoir une phagocytose et présentation de fragments qui sont les épitopes via leur complexe majeur d'histocompatibilité type 2. Et à ce moment-là, ils seront reconnus par les cellules lymphocytaires et donc elles entraînent une sécrétion d'interférents d'une cytokine, de plusieurs cytokines, et dont la principale, et qui est en quelque sorte sécrétée avec une grande quantité, c'est l'interféron gamma. Et sur cette, c'est cet interféron gamma qui est par la suite mesuré et qui représente la base des tests IGRA. Contrairement à l'IDR, à la tuberculine, qui est dont les résultats sont obtenus via le diamètre de la réaction autour du point d'injection de la tuberculine. Donc le principe est le même, seulement l'un est un test qui est fait in vitro et l'autre c'est un test qui est in vivo et dans les limites permettent de passer à d'autres tests afin de pouvoir détecter l'infection tuberculose latente. Alors pour ce qui est du test, il en existe deux. Les tests de libération d'interféron gamma. Vous avez l'ELISpot, T-Spot TB, mais nous avons aussi le quantiférant qui est le plus utilisé en matière de détection de l'infection tuberculose latente. Actuellement, on est sur la 4e version, comme je viens de le dire, qui est basée sur l'utilisation de deux antigènes, simulant, de deux peptides simulant des antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis. Ce qui est important dans ce test, c'est que ce qui est important dans ce test, c'est de pouvoir réaliser la phase préanalytique dans des bonnes conditions, c'est-à-dire le respect de toute étape de phase préanalytique en allant de l'échantillonnage, c'est-à-dire du volume de sang prélevé qui est recommandé, à savoir les 1 ml dans chaque tube réservé à cet effet, mais aussi la conservation, ça peut se faire sur les tubes qui sont réservés au test, mais aussi le prélèvement peut se faire sur des tubes héparinés, sodiques ou encore des tubes à base de lithium. Et de ce fait, il est très important de respecter chaque délai de transfert de l'échantillon, que ce soit sur les tubes réservés par le kit ou sur les tubes héparinés. Et donc, chaque étape de la phase préanalytique est importante, que ce soit pour la température de conservation, le volume, échantillonnage ou la durée de transfert ou la durée d'incubation pour pouvoir par la suite lancer la phase analytique. Pourquoi j'insiste sur cette étape préanalytique? Car vous allez voir que tout défaut lors de cette étape risque de mener vers des résultats faussement négatifs ou encore des résultats indéterminés. Et c'est ce qui pose problème lorsqu'on est amené à prendre une décision en matière de mettre le patient, par exemple, sous traitement immunosuppresseur. Il est réalisé sur du sang total, contrairement à l'ELISpot qui est réalisé, qui est une deuxième technique de détection de l'interféron gamma. Alors, les 4 tubes réservés à cet effet, sont fournis avec le kit. Vous avez le tube nul qui représente un témoin négatif. Nous avons le témoin positif qui est un mitogène et qui en quelque sorte contrôle la réaction inflammatoire, et aussi 2 tubes dans lesquels sont introduits sur la face des 2 tubes, dans lesquels sont fixés les 2 antigènes, les 2 peptides simulant les antigènes spécifiques de M. tuberculosis. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'avant-dernière génération, 3e génération, quantiférant TB Gold in tube, il y avait un seul tube. La différence avec cette nouvelle version, c'est que dans le 2e tube antigène TB2, nous savons que les 2 entraînent la libération, entraînent la stimulation des lymphocytes TCD4 auxiliaires, dans un premier temps, les CD4+, seulement dans le 2e
tube, un ensemble de peptides a été rajouté pour simuler les lymphocytes T cytotoxiques CD8+. Alors, dans ce cas-là, la sensibilité en quelque sorte a été augmentée, mais c'est beaucoup plus corrélé avec les études ont démontré que cet ajout a permis en quelque sorte d'aider au diagnostic, surtout chez les patients, les enfants tuberculeux, chez les patients immunodéprimés, tuberculeux et co-infectés par le VIH, mais aussi un aide dans le cadre du diagnostic des formes extra-pulmonaires. Le test est basé sur une technique ELISA et le résultat est exprimé sur une technique ELISA et le résultat est exprimé en unité internationale de l'interféron gamma par millilitre de plasma. Une fois les étapes, et j'insiste sur la phase préanalytique respectée, le résultat est positif si la réponse est supérieure au cutoff qui a été défini, qui est de 0,35 unités internationales par ml, dans au moins un des deux tubes comportant les antigènes ou les peptides simulant les antigènes TB1 et TB2, en plus d'une production significative par rapport au tube nul. Alors une petite comparaison entre les deux tests, à savoir le test cutané qui est toujours utilisé dans le cadre de la détection d'infection tuberculeuse latente, avec le quantiférant, les tests de libération ou de sécrétion de l'interféron gamma, c'est que dans l'interféron, pour ce qui est du quantiférant TB Gold, nous avons une seule visite, c'est-à-dire lors de l'échantillonnage et lors du prélèvement. Et à ce moment-là, le patient n'a pas à revenir pour une deuxième visite. Pour ce qui est de l'IDR, nous avons deux visites, parce qu'après 72 heures, il va falloir lire le diamètre au point d'injection de la tuberculine. Les résultats, parce qu'il y a du quantiférant, sont obtenus au bout de 24 heures. L'IDR, on est à 72 heures. Pas d'influence de PCG. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le test comporte des tubes d'antigènes spécifiques de M. tuberculosis, contrairement à l'IDR à la tuberculine qui comporte une protéine qui est la tuberculine qui renferme à peu près 200 antigènes spécifiques à M. tuberculosis, que l'on retrouve dans la souche vaccinale, mais aussi chez toutes les mycobactéries non tuberculeuses. Donc, et le coût, surtout le coût, là, l'avantage, c'est que la tuberculine coûte moins cher par rapport au test IGRA, au test de sécrétion, libération de l'interféron gamma. Juste une petite remarque. Certes, dans le quantiférant TB Gold, nous avons les deux, dans les tests de sécrétion ou de libération de l'interféron gamma, nous avons les deux antigènes spécifiques. Mais il faut savoir que ces deux antigènes sont absents de la souche vaccinale, mais que l'on retrouve dans trois mycobactéries non tuberculeuses, qui sont le Kanzazi, le Zülgé et le Marinum. Je vais vous raconter ce qui nous est arrivé au laboratoire, et c'est très important d'éliminer dans un premier temps une mycobactériose due à l'un de ces trois mycobactéries non tuberculeuses. C'est que récemment on a reçu un patient qui s'est présenté au laboratoire, au LNR, pour le diagnostic, qui s'est présenté avec une plaie du doigt de la main gauche, avec un prélèvement cutané, et qui ne répondait pas au traitement conventionnel, c'est-à-dire autres antibiotiques que les antituberculeux. Le patient avait un quantiférant qui était positif. Le patient avait un quantiférant qui était positif. Et c'est un patient qui, depuis 2 mois, quand on a fait l'interrogatoire, depuis 2 mois, le patient avait acheté un aquarium. Et donc, il s'occupait de ces poissons et de cet aquarium. Il s'est avéré que, à partir du prélèvement, nous avons pu mettre en évidence
la mycobactérie. Là, on n'est pas dans la tuberculose, on est dans une mycobactériose, qui est le Mycobacterium marinum, et qui fait partie des 3 espèces qui peuvent croiser avec le quantiférat, et c'est pour ça qu'il avait un quantiférat TB Gold+. Nous avons pu mettre en évidence la mycobactérie via des techniques de diagnostic par mise en culture, mais aussi techniques de biologie moléculaire. Donc, à ne pas oublier ces 3 espèces qui peuvent croiser avec les souches de Mycobacterium tuberculosis. Donc, le tableau, en quelque sorte, récapitule, si vous voulez, tout ce qu'on vient de dire par rapport, en comparaison de l'IDR avec les tests de libération de l'interféron gamma. Quelles sont les limites de ces tests, quelles sont les limites du quantiféron TB Gold+ et de l'IDR? Ce sont des tests... Docteur Jawahara Mariam, s'il vous plaît. Donc, oui. Vous avez encore 2-3 minutes pour compléter, parce que peut-être que nous avons dépassé le temps. Et là, il y a l'assistance, il y a la continuité, bien sûr, de la journée. Il n'y a pas de souci. On vous remercie. Donc, pour ce qui est des limites du test, c'est un test, les 2 tests sont dépendants du statut immunitaire du sujet. Aucun des 2 tests ne permet de différencier avec exactitude une infection tuberculose latente, ancienne ou récente. Aucun test ne permet de prédire l'évolution, le risque d'évolution vers la tuberculose maladie. Et un test négatif, c'est très important, test négatif, c'est-à-dire les tests faussement négatifs, ne permet pas d'exclure une ITL ou une maladie. Ceci peut être dû au stade précoce de l'infection, donc il n'y a pas une réponse complète, réponse immunitaire complète, et donc une diminution de la libération de l'interféron gamma, une manipulation incorrecte, comme on l'a précisé lors de la phase préanalytique, des facteurs immunologiques tels qu'un déficit, anticorps hétérophiles, bien que le test a introduit un réactif qui permet de minimiser en quelque sorte cette limite, ou la production d'interférons non spécifiques qui risquent de masquer la production d'interférons spécifiques aux mycobactéries, au Mycobacterium tuberculosis. Recommandations internationales existent, diffèrent d'un pays et d'un organisme à un autre. Pour ce qui est des recommandations algériennes, jusqu'à 2021, le test ou la détection d'infection tuberculose latente était basée sur le test cutané, jusqu'en 2021 où il y a eu l'instruction qui permet la prise en charge de l'ITL conformément aux recommandations. Et pour vous dire que l'instruction associe les 2 tests, à savoir le test cutané et le test de libération d'interféron gamma. Les recommandations concernent certaines catégories de sujets que vous allez retrouver sur l'instruction. Pour ce qui est des données du LNR, nous avions commencé en 2011, mais c'était avec l'avant-dernière version, le quantiféron TB Gold+. Nous nous sommes intéressés beaucoup plus dans un premier temps aux patients candidats à une biothérapie immunosuppresseur. Et ce que l'on recommande, c'est de faire un prélèvement sur place pour pouvoir maîtriser la phase préanalytique qui est très importante dans l'interprétation des résultats. Pas de recommandation internationale jusqu'à 2021 par rapport aux IGRA et non par rapport à la détection de l'infection latente. Nouvelle version, donc nous sommes mis sur cette nouvelle version à partir de 2018 jusqu'à 2024, mais il y a eu quelques ruptures et perturbations par rapport à cette pandémie. Le test était gratuit jusqu'en 2024, où il est devenu payant, mais à moindre coût sur le territoire national. Notre première étude a concerné les patients candidats qui représentent l'échantillonnage le plus élevé, dont 1150 patients. Nous avons procédé à plusieurs études au sein du laboratoire, que ce soit pour les enfants contacts d'un sujet tuberculeux, que ce soit pour les candidats à une biothérapie ou immunosuppresseur. Et dernièrement, on s'est mis sur une dernière indication, recommandation, qui ne figure pas sur les recommandations algériennes, c'est celle d'aider au diagnostic des tuberculoses d'origine extra-pulmonaire, vu que la sensibilité du test a été améliorée par l'ajout
de ce deuxième antigène, par l'ajout de ce deuxième tube qui stimule les lymphocytes TCD8+, qui ont été corrélés avec la forme active. Et donc, ça nous a en quelque sorte aidé en matière de diagnostic des tuberculoses d'origine extrapulmonaire et qui représente, je peux continuer tout en... qui représente, pardon, une difficulté par rapport par rapport au caractère paucibacillaire de cette forme de tuberculose. Et je vous remercie.